Madame, Monsieur, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'endroit d'où vous nous suivez. Le jury du dimanche vous remercie ainsi de votre parfaite fidélité. L'émission cherche à diversifier ses invités dans le seul but d'avoir une diversité de points de vue ainsi que de grilles de lecture. C'est ainsi qu'en ce jour, nous avons un peu tendu la perche à un expert en politique publique spécialiste du développement, M. Amadou Maley, M. Malène Amadou-Niang. M. Malène Amadou-Niang est le directeur pour le Sénégal ainsi que pour plusieurs autres pays d'Afrique francophone d'IBP. IBP est l'acronyme de International Budget Partnership, une organisation internationale évoluant dans l'accompagnement des gouvernements, d'acteurs de la société civique et autres mouvements citoyens pour la mise en place de politiques publiques efficaces et de budgets dits inclusifs. IBP Sénégal, dont IBP Sénégal est présidé par notre invité, appuie également les projets à impact sociaux. Merci beaucoup, M. Niang, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation de ce jour. Bonjour Hassan et merci, c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à cette émission et je saisis l'occasion pour saluer l'important travail d'information que vous faites à travers le jury du dimanche et vos différents médias. Et également saluer vos auditrices et vos auditeurs qui nous écoutent. Très bien. IBP, je me suis dit tout de suite que c'était un mystère pour moi. C'était un peu la première fois qu'on entendait un tel acronyme. Pourquoi tant de discrétion et de mystère? Alors d'abord, IBP s'est installé au Sénégal il y a de cela 3-4 ans à la faveur de programmes de promotion de l'accès de mouvements sociaux, de citoyens et de membres de coalitions de groupes vulnérables aux politiques publiques dans un contexte de recherche d'une croissance exclusive. Tout est parti d'un travail de recherche de transparence et de participation et de redevabilité des peuples pour ce qui était de la question budgétaire. Si vous voyez bien ce qui fonde le budget, c'est la participation des différents citoyens à l'œuvre de collecte de ressources pour couvrir les charges publiques. Et en retour, ces citoyens doivent être informés et pouvoir participer à la décision publique, notamment pour ce qui touche à la question budgétaire. Donc l'organisation a commencé aux États-Unis avec une enquête qui est l'enquête sur le budget ouvert, qui aujourd'hui est l'enquête de référence pour mesurer la transparence, la participation et la redevabilité dans plus de 150 États dans le monde. Et à la suite d'une révision de la stratégie, on s'est rendu compte que l'urgence était dans la nature inclusive de la croissance. Et pour que cette croissance soit inclusive, il faut que les mouvements sociaux, les coalitions puissent être mis à la table des discussions. Et justement, c'est dans ce contexte que nous nous sommes installés au Sénégal. Alors, nous avons voulu travailler, nous avons voulu être au service des mouvements, nous avons voulu être au service des groupes vulnérables, des groupes pauvres. Et peut-être que cela a pris le dessus sur l'objectif de communication que nous nous étions fixés. Mais je pense qu'aujourd'hui, la machine a bien pris et donc nous pourrons davantage communiquer sur nos interventions. D'accord, donc il faut faire d'abord et puis ensuite assurer la communication. Je pense. Vous êtes là depuis ce temps. Est-ce que vous avez un bilan? Qu'est-ce que vous avez fait? C'est-à-dire, une organisation comme la vôtre doit être tellurique, c'est-à-dire elle fait beaucoup de terrain. Est-ce que vous avez un bilan? Absolument. Alors, nous faisons beaucoup de terrain et nous intervenons également beaucoup sur la partie relative à l'assistance technique. Notre approche est holistique. Elle va de la conception de la politique publique au suivi de la politique publique jusqu'à l'évaluation de la politique publique. Et pour ce, nous sommes intervenus dans la planification de beaucoup de politiques, notamment le secteur de l'eau et de l'assainissement, où nous appuyons la direction de l'eau et de l'assainissement et le ministère de l'eau et de l'assainissement dans la stratégie de promotion d'un assainissement inclusif au Sénégal. Nous travaillons avec des organisations d'ordre professionnel comme l'Ordre national des experts, notamment la section fiscale, avec laquelle nous avons récemment produit une version consolidée du Code général des impôts et avec lesquels nous lancerons des petits déjeuners fiscaux où nous poserons des questions fiscales discutées avec l'administration fiscale, le secteur privé, les syndicats, les mouvements sociaux, etc., etc. Nous avons également travaillé avec le ministère
des finances et du budget, notamment dans un exercice de promotion de l'information budgétaire. Je me rappelle de quelques mois, il y a cela de quelques mois, nous avons organisé avec le ministre du Budget une session d'interpellation directe avec les représentants des différents corps sociaux, les représentants des différents secteurs, pour avoir une information vraie et un dialogue constant et courant autour de la question des politiques publiques. Mais je pense que le cœur de notre activité et ce qui fait l'intérêt de ce que nous faisons, c'est le soutien que nous apportons à ces groupes mal desservis, auxquels souvent on ne prête pas attention dans le monde du développement, pour plusieurs raisons sur lesquelles nous ne reviendrons malheureusement pas, mais au moins qui n'accèdent pas au financement très souvent. Je parle des mouvements sociaux, des coalitions, et j'en profite pour leur passer le bonjour, les mouvements les fédérations de délégués de quartier, les Badianougor, les riverains de la Falémé, les pêcheurs qui sont sur la zone côtière, etc., etc., etc. Le Forum civil, l'ONG 3D. Voilà, nous avons un ensemble d'acteurs, des groupes de médias, le CRAGEA, Urbacen, la Fédération sénégalaise des habitants. Donc je pense que nous sommes une organisation qui est auprès des citoyens et qui utilise l'accès qu'elle a à la connaissance, aux décideurs publics, aux institutionnels, pour faire en sorte qu'il y ait ce retour permanent de l'information qui vient du terrain vers les décideurs publics afin que les politiques soient les conséquences de la réalité. Très bien. Dans votre développement, vous avez parlé de fiscalité. Alors, le constat qu'on a fait ici au Sénégal, c'est qu'on ne paie pas assez l'impôt, etc. Les gouvernements ou le gouvernement veut étendre l'assiette fiscale et les citoyens ne voient pas toujours un peu les retombées de ce qu'ils paient. Alors, qu'est-ce que vous avez constaté comme difficulté sur le plan de la fiscalité ici au Sénégal? Alors, vous soulevez un point intéressant. Vous savez, la fiscalité, c'est une question technique, mais c'est également une question de dialogue social. C'est une question de contrat social. Qu'est-ce qui fonde la fiscalité? C'est le fait que des citoyens contribuent pour couvrir les charges publiques et donc, en retour, s'attendent à avoir des services de qualité, des services disponibles, des services en quantité. Aujourd'hui, quand vous regardez le contexte fiscal dans lequel nous nous trouvons, il y a effectivement un problème d'élargissement de l'assiette fiscale. Un nombre restreint de Sénégalais contribuent aujourd'hui à la fiscalité. D'abord, il faut voir la structure des impôts. Nous avons une structure fiscale largement marquée par les impôts indirects, notamment la TVA, ce qui, dans le principe, dénote d'une certaine régressivité du système, mais également une fiscalité qui est assise essentiellement sur les entreprises, les droits d'importation et les salaires. Qu'est-ce que cela veut-il dire? Il y a une grande partie de l'activité économique qui échappe au secteur fiscal. D'abord, vous avez le phénomène des dépenses fiscales. Les dépenses fiscales étant des renonciations d'impôts temporaires ou définitifs qui sont faites par l'État dans l'objectif de stimuler un comportement économique ou social. On le substitue à la dépense directe. L'évaluation des dépenses fiscales qui est faite annuellement, bien que n'évaluant pas réellement l'impact économique des mesures, montre les pertes de recettes que nous avons. Elles sont considérables. Certaines sont d'ordre social. Vous verrez la tranche sociale pour ce qui est de l'électricité ou l'eau, ou encore les suspensions d'impôts à l'importation qui ont été faites récemment pour maintenir accessibles les denrées de première nécessité. Vous avez d'autres problèmes qui se posent et je pense que c'est là où la stratégie de mobilisation des recettes à moyen terme de l'État insiste et doit insister. C'est d'une part la fiscalisation du foncier et d'autre part aujourd'hui la digitalisation du secteur fiscal. Donc des pertes de recettes existent. Il y a une certaine population fiscale qui ressent davantage la pression fiscale parce que, comme dirait l'autre, on tape sur eux à chaque fois qu'on a besoin de plus d'impôts. Et aujourd'hui, l'enjeu, notamment dans un contexte de rétrécissement des conditions d'accès à l'emprunt, mais également dans un contexte d'augmentation de la dette publique, pour rééquilibrer les comptes publics, il va être important que cet effort d'élargissement de l'assiette fiscale soit davantage marqué, mais que les organisations non gouvernementales, que les organisations professionnelles, que les organisations citoyennes soient mises à profit dans ce dialogue d'information des citoyens sur le rôle de l'impôt. Mais également que les gouvernants aient un mécanisme de remontée permanent
sur les services publics pour voir la satisfaction des citoyens. Aujourd'hui, quelqu'un qui paie des impôts qui n'a pas accès à l'éducation, celui qui paie des impôts qui n'a pas accès à la santé, ou quelqu'un qui paye une taxe sur une facture et qui n'a pas accès à l'assainissement, eh bien, se considérera en droit de ne pas payer l'impôt. Donc, il faut réinterroger, à mon avis, le dialogue qu'il y a entre les citoyens et l'administration fiscale sur les questions fiscales. Et il est important que les différents acteurs qui peuvent y contribuer soient mis à disposition. La fiscalité est un domaine important, mais on a aussi fait le constat que vous vous intéressez à plein d'autres domaines. La santé, l'éducation, les changements climatiques, les enfants, etc., etc. Comment est-ce que vous réussissez à organiser tous ces dossiers-là pour les mener à bien? Alors, je pense que vous levez une question intéressante parce que toutes ces questions semblent différentes, mais elles sont interliées parce qu'elles répondent de ce qu'on appelle le capital humain. Vous savez, aujourd'hui, lorsque vous regardez la journée d'un enfant, il se réveille, il va à l'école. C'est le service de l'éducation. Il a besoin d'avoir quelque chose dans le ventre pour rester concentré. C'est la question de la nutrition. Il a besoin d'utiliser des toilettes lorsqu'il a des besoins à faire. C'est la question de l'assainissement. Mais si en rentrant à l'école, en rentrant de l'école, autant pour moi, il ne peut pas accéder à sa maison parce qu'il y a des rues qui sont inondées, c'est la question de l'assainissement, la question des inondations. Et il ne sera pas insensible, ou en tout cas sa vie ne sera pas insensible aux chocs externes tels que la question du changement climatique que vous avez relevé. Donc aujourd'hui, il y a une certaine forme d'intersectionnalité entre les services publics, notamment lorsqu'on parle de groupes pauvres et de groupes vulnérables. Il faut distinguer, la pauvreté, c'est lorsque une personne ou un groupe de personnes ne sont pas en mesure d'accéder aux services sociaux de base, à leurs besoins primaires au quotidien, manger, se loger, se vêtir, aller à l'école. Mais c'est également lorsque vous avez des revenus qui ne vous permettent pas d'accéder à des services de qualité. La vulnérabilité, quant à elle, représente une situation où une personne n'est pas pauvre, mais elle est dans un risque de tomber dans la pauvreté dans les 2 prochaines années, en l'absence de soutien de l'État, notamment lorsqu'un choc surviendrait. Et donc aujourd'hui, les politiques de développement, là où elles doivent mettre un peu plus l'emphase, c'est la prise en charge des besoins de ces personnes vulnérables. Aujourd'hui, une personne handicapée, vous ne pouvez pas définir des politiques publiques pour elle en vous focalisant sur le handicap. Il faut voir comment développer une approche transversale qui prendrait son handicap et le mettrait en lien avec l'accès aux services auxquels il a droit. Lorsque vous regardez des politiques que vous développez pour des personnes qui vivent dans des quartiers défavorisés, des quartiers non édificandi, vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de la question de la sécurité. Vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de la question de l'inflation. Vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de la question du cadre géographique qui les place déjà dans cette situation de vulnérabilité. Lorsque vous travaillez avec des communautés qui sont dans la Falémé, qui vivent du fleuve et qui aujourd'hui doivent revoir leur mode de vie du fait des changements climatiques, du fait du réchauffement climatique, du fait des agressions qui sont faites sur l'environnement, vous ne pouvez pas ne pas tenir compte de l'ensemble de ces paramètres-là lorsque vous définissez des services publics ou des politiques publiques pour eux. Donc l'essentiel de la démarche repose sur l'hypothèse selon laquelle l'individu en société a droit à un capital humain de qualité. Et ce capital humain-là, pour qu'il se développe, c'est de la santé, c'est de l'assainissement, c'est de l'éducation, c'est de l'accès à des services sociaux de base, mais c'est également l'accès à un milieu de vie qui lui permet de conserver sa dignité. Et donc notre approche revient à travailler de manière intersectionnelle avec les différents acteurs ou groupes vulnérables. On pourra revenir sur ces groupes vulnérables-là et qu'est-ce qu'ils font de leur vulnérabilité. Mais en somme, lorsque souvent vous êtes en situation de pauvreté ou en situation de vulnérabilité, les services pour lesquels vous travaillez et les services pour lesquels vous vous battez sont des services qui sont interliés. Très bien. Le gouvernement, on va parler de vos rapports avec le gouvernement du Sénégal. C'est le gouvernement qui vous a donné les agréments, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. Vous nous dites que vous
agissez dans l'accompagnement de ces gouvernements. Est-ce que dans vos actions, le gouvernement ne vous mettrait pas des bâtons dans les roues? Quels sont vos rapports et comment est-ce que vous travaillez ensemble? Je pense que la nature des relations est quand même fondée sur le respect mutuel. Et ce respect, il est guidé par un principe fondateur, c'est respecter les lois et règlements qui commandent nos interventions dans les pays, notamment au Sénégal. Aujourd'hui, nous sommes agréés comme ONG au Sénégal. Il y a un décret qui organise les modalités de fonctionnement des ONG et qui crée un cadre d'intervention pour les organisations non gouvernementales. Nous sommes une organisation de savoir, une organisation de connaissances, une organisation d'information, de formation, d'appui technique, de soutien aux populations. Si tant est que nous nous limitons à ce qui est notre travail, c'est-à-dire d'avoir des analyses factuelles qui reposent sur des faits constatés, qui reposent sur des réalités vécues, je ne pense pas que nous pourrions avoir un problème avec, ne serait-ce pas seulement le gouvernement, mais l'ensemble des acteurs. Je pense qu'aujourd'hui, dans le débat public, ce qu'il est important de restaurer, c'est les propositions qui sont basées sur l'indépendance et l'impartialité. Les différents acteurs ont leur rôle à jouer. Les acteurs politiques, le parti au pouvoir, son rôle c'est de diriger. Une opposition, son rôle c'est de s'opposer. Les médias, leur rôle c'est d'informer. Une organisation non gouvernementale, et je pense que son rôle c'est d'être à côté des citoyens et de rendre compte de la situation vécue par les citoyens, mais également d'aider les gouvernements à développer des politiques qui répondent aux besoins des citoyens. Aujourd'hui, avec l'ouverture du monde, avec l'ouverture des débats, avec l'accès aux différents moyens d'information, avec le développement de toutes ces crises, de tous ces chocs exogènes, également endogènes, il y a beaucoup de choses qui peuvent échapper à un dirigeant public. Donc l'approche participative, l'approche consultative est une approche qu'il semble nécessaire de favoriser lorsqu'on a envie de changer la vie de nos concitoyens. Et j'insiste sur ce point, les personnes pour lesquelles nous définissons les politiques publiques, les personnes pour lesquelles nous définissons des services, souvent en savent plus que nous sur la manière dont on peut améliorer leur quotidien. Souvent en savent plus que nous sur le service et souvent sont plus informés que nous ne le pensons. Donc aujourd'hui, dans un contexte où les extrémismes se développent dans le monde, où la violence se développe dans le monde, le dialogue, il doit être assuré et facilité par des organes, des structures, des institutions, des organisations qui ont la capacité, de manière impartiale et objective, de réunir l'État et les citoyens dans des cadres de discussion où la réalité vécue par les citoyens va être la boussole de ces discussions. C'est ça. Vous travaillez beaucoup également avec la société civile, sénégalaise notamment. Est-ce que IBP est cette organisation fêtière, entre guillemets, qui finance des ONG ici au Sénégal? Nous nous sommes installés au Sénégal à la faveur d'un contexte. Un contexte marqué par deux repères. Le premier étant la décolonisation de l'aide au développement et la deuxième étant la question de la localisation. Je suis moi-même un produit, une illustration de cette décolonisation de l'aide au développement. Beaucoup d'organisations auraient envoyé des personnes qui ne sont pas de nos pays, qui ne sont pas de nos contextes et de nos cultures, ouvrir ces bureaux dans les pays africains. Aujourd'hui, le leadership, le staff est assuré par des personnes qui viennent du Sénégal, qui sont nées au Sénégal, qui connaissent les réalités du Sénégal et qui ont grandi au Sénégal. La répartition, la géographie du financement est telle que les partenaires au développement ont voulu entraîner un shift. Si 2/3 des ressources allaient au nord et 1/3 au sud, aujourd'hui 2/3 des ressources doivent venir au sud et 1 aller au nord. Et pour que cela soit une réalité, il faut que les ressources humaines qui sont au Sénégal ou dans d'autres pays africains soient préparées à faire ce travail-là. Mais il faut également que ces Africains entre les mains desquels nous mettrons ces ressources-là soient en mesure de les repartager. Aujourd'hui, notre objectif, c'est que 40% de nos ressources et de nos interventions touchent directement les communautés défavorisées. Donc aujourd'hui, nous soutenons directement des fédérations de Badjanogor, des fédérations de délégués de quartier, des mouvements de jeunes, des organisations traditionnelles de la société civile, des mouvements de femmes, des groupements de pêcheurs, de personnes qui travaillent dans les zones minières.
Et vous avez posé tout à l'heure une question sur la communication, qui est une conséquence justement de cette démarche-là. L'intérêt, il n'est pas porté sur nous, il n'est pas porté sur moi, il n'est pas porté sur mes collaborateurs. L'intérêt, il est porté sur ces Sénégalais qui, au quotidien, ont besoin d'avoir des services, d'avoir des opportunités, d'avoir du rêve et de croire qu'ils peuvent réussir dans leur pays, mais que nous puissions leur apporter techniquement et financièrement le soutien dont ils ont besoin et que nous puissions, dans chacune de nos discussions, dans chacune de nos conversations avec l'État, les décideurs publics et les partenaires techniques et financiers, dire telle politique ne va pas sur le bon chemin, ou que les populations de telle collectivité ont tel problème. Il faut prendre des mesures, et si vous voulez prendre des mesures, voilà le type de mesures que vous pouvez prendre. Et il restera toujours loisible à l'État de choisir ou de ne pas choisir, mais la réalité restera ce qu'elle est. C'est ça. Et vous, vos ressources viennent d'où? On a entendu les États-Unis, mais en fait, on croyait que les États-Unis en avaient fini avec ce qu'ils appellent le multilatéralisme depuis Donald Trump. Alors, vous savez, il y a beaucoup d'amalgames sur les sources de financement des organisations non gouvernementales. Aujourd'hui, la lutte contre le blanchiment est là, la lutte contre les ressources illicites est là. Et d'ailleurs, c'est logique que ce soit là, parce qu'on est dans un contexte où il y a beaucoup de sources de pouvoir, de richesse qui peuvent venir perturber le fonctionnement d'État. Aujourd'hui, une ONG, lorsqu'elle est agréée, ses sources de financement sont retraçables. Elles viennent soit de la coopération multilatérale, l'USAID, qui est l'agence de coopération du gouvernement américain, les banques traditionnelles, Banque mondiale, Banque islamique du développement, la BAD, ou alors de ce qu'on appelle les grandes fondations. La fondation Bill et Melinda Gates, qui investit beaucoup dans le secteur de l'assainissement au Sénégal, la fondation Hewlett, qui appuie beaucoup le travail des mouvements sociaux, des coalitions et la pluralité médiatique. Vous aviez OSF et donc OSIWA que vous avez au Sénégal. Donc il y a beaucoup de sources de financement qui existent, certaines étant locales, des appels à projets publics auxquels sont invités à compétir les organisations, et certaines, autant pour moi, étant internationales, où vous allez compétir avec d'autres organisations et venez mettre ces ressources à disposition de votre État ou des États dans lesquels vous travaillez, et également des communautés de ces États-là. C'est ça. Quand vous collaborez avec la société civile, est-ce que vous êtes regardant? Parce qu'on leur reproche beaucoup d'avoir un ou des agendas cachés. Est-ce que ces choses-là vous interpellent? Je pense que lorsqu'une organisation travaille dans quelque secteur que ce soit, il faut, et surtout dans le contexte dans lequel nous sommes, il faut faire ce qu'on appelle des due diligence, du background check, ce que font toutes les organisations aujourd'hui. Encore une fois, avec la diversification des sources d'information, les médias traditionnels vérifient les informations et les recoupent. Et aujourd'hui, avec d'autres types de médias, il y a du positif, mais il y a un peu plus de sensationnel dans certaines questions. Donc, les bases de jugement et d'appréciation de l'objectivité, de l'impartialité, de l'indépendance ou de la transparence d'organisation peuvent être parfois faussées par le jugement du public, mais nous essayons de rester très froids par rapport à cela et d'être objectifs. Donc, lorsque nous travaillons avec une organisation, nous nous intéressons d'abord à l'organisation. Est-elle reconnue par l'État? Est-elle enregistrée? A-t-elle des problèmes avec une partie de la population? Qu'est-ce qu'elle a réalisé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Comment est-elle composée? Comment elle fonctionne? Y a-t-il des mécanismes de gouvernance qui existent? Et même au-delà de ces questions-là, il faut voir comment ne pas tuer une organisation avec laquelle on travaille. Prenez un mouvement social qui est spontanément créé pour lutter contre les inondations. Lorsque vous accompagnez ce mouvement, vous ne l'accompagnez pas de la même manière que vous accompagnez un centre de recherche. Le centre de recherche va être habitué à utiliser des ressources, prendre des chercheurs pour gérer des projets et des programmes. Le mouvement social ne doit pas être intéressé par l'argent. Ce pourquoi il doit s'activer et se battre, c'est que les gens accèdent à l'eau, à la santé, à l'assainissement, à la sécurité, que les jeunes accèdent à l'emploi. Et donc, c'est une technique, c'est toute une technique qui est déroulée par des collaborateurs, direction de programme, direction de la stratégie, mais que nous faisons également dans une démarche très inclusive, où nous associons les bénéficiaires eux-mêmes, nous associons les départements de l'État qui sont concernés. Aujourd'hui, sur le secteur de l'assainissement,
nous avons des mobilisations qui regroupent entre 3 000 à 4 000 personnes qui viennent parler directement aux autorités qui décident des politiques d'assainissement. Sur la question de la santé, le personnel médical à la base travaille directement avec les communautés avec lesquelles nous travaillons, les Badjenogor. Donc je pense que si nous prenons cela comme une opportunité de mettre autour de la table les décideurs et ceux qui ont besoin de services ou de politiques publiques, nous apprécierons davantage les interventions que les acteurs non étatiques peuvent avoir dans le développement. Et comme je l'ai dit, il appartient à l'État d'accepter ou non les recommandations qui viennent de différents acteurs, mais encore, lorsque celles-ci sont quantifiées, lorsque celles-ci sont bien analysées, lorsque celles-ci sont précises et circonstanciées, un certain nombre de propositions, si elles font l'objet de l'attention des pouvoirs publics, devraient permettre de résoudre beaucoup de problèmes. Très bien. À ce stade de l'émission JDD, Jury du dimanche, je rappelle que nous y recevons M. Malène Amadounian, qui est le directeur pays d'IBP Sénégal, qui touche également une dizaine de pays francophones africains. Il est également expert en politique publique. Alors nous allons parler de la situation économique un peu du Sénégal. Il y a un mot qui a été agité depuis au moins 2 mandats. Il s'agit de l'émergence. Certains ont dit que c'est une ambition noble. D'autres, à côté, disent qu'il s'agit d'un simple os à ronger le temps d'un ou 2 mandats, etc. Après, on n'en parle plus. Vous êtes un peu comme un diplomate. Sûrement, vous allez faire un peu langue de bois parce que vous ne pouvez pas tout dire. Mais quelle analyse faites-vous de la situation économique sénégalaise actuellement? Alors, je pense qu'on peut faire une analyse froide de la situation parce que les gouvernements ont des référentiels de politique publique. Nous avions eu le document stratégique de réduction de la pauvreté sous le président Abdoulaye Wade qui avait mené à l'annulation d'une partie de la dette multilatérale, initiative pour l'allègement de la dette multilatérale et les PPT-IADM. Nous avions également les documents de planification économique et sociale, la stratégie de croissance accélérée, la stratégie genre, aujourd'hui le PSE. Donc je pense que, quel que soit le nom qui est donné au référentiel, ce qui est important, c'est le cap. Le Sénégal avait, dès la prise de fonction du président Macky Sall, proposé au Sénégalais, autant pour moi, un document qui s'appelle le PSE, qui était articulé autour de 3 axes. D'abord, la transformation structurelle de l'économie et la croissance. Le deuxième axe portant sur le capital humain et le développement durable. Et puis le troisième axe sur tout ce qui est institutions, paix, sécurité et santé. D'abord, je pense que personne ne peut nier l'importance de la politique infrastructurelle qui a été développée ces dernières années, qui a permis de réduire un certain nombre d'inéquités, surtout territoriales, notamment avec l'augmentation du réseau routier, des programmes comme le PUDC qui ont permis de désenclaver certaines zones, la disponibilité de l'électricité, la disponibilité de l'eau, des infrastructures de 2e et 3e génération. Donc je pense que du point de vue du développement infrastructurel, il y a beaucoup de choses qui pourraient être discutées au sein même de cet axe du PSE-là, parce que lorsque vous regardez les financements, vous vous intéressez, oui, à l'ouvrage lui-même, mais vous vous intéressez également à la manière dont le financement est monté. Mais je pense que ça peut être l'objet d'une autre discussion. Là où je pense qu'il faut s'arrêter, où il faudra continuer de s'arrêter, c'est la question du capital humain. Comment vivent les Sénégalais? Mais vous m'avez demandé la situation de l'économie nationale aujourd'hui. Je pense que nous avons vu que sur ces 2 dernières années, les 4 dernières années d'ailleurs, on devrait dire, le Sénégal n'a pas été insensible aux différents chocs qui se sont creusés et créés dans le monde. Vous savez, de 2012-13 à 2019, on a eu des taux de croissance qui étaient quand même assez élevés. Il y avait même des perspectives d'avoir des croissances à 2 chiffres. Croissance ralentie en 2019 avec la crise de Covid-19, même si le Sénégal a pu maintenir le cap avec une croissance d'un peu moins de 2% grâce au programme de résilience économique et sociale qui avait été développé. Vous vous rendez compte que cette croissance aujourd'hui
a des difficultés à reprendre avec la crise inflationniste qui est liée au conflit ukrainien. Pour être simple, vous savez, quand vous avez une inflation, le niveau général des prix augmente. Ouais. Et quand vous regardez les habitudes de consommation des Sénégalais, près de 40% des revenus vont à l'alimentation. Donc ça veut dire que si vous avez une hausse des prix, directement, ça a un impact sur le panier de la ménagère. Il y a eu un renchérissement du coût de l'accès aux finances, des conditions même d'accès au financement sur les marchés internationaux, ce qui met à la charge du Sénégal deux choses importantes. L'une, c'est renforcer l'effort de mobilisation des recettes et d'autre part, subventionner, appuyer certains secteurs. Aujourd'hui, vous avez vu que pour mitiguer les différents chocs auxquels nous avons eu à faire face récemment, notamment l'augmentation des hydrocarbures et des produits pétroliers, mais également l'augmentation des prix de certains biens à forte consommation sociale, l'État a dû subventionner. Près de 500 milliards, je pense, en 2023 sur l'électricité et à peu près de 200 milliards sur les produits de première nécessité, tout en maintenant mettant des mesures qui entraînent des pertes d'impôts et donc qui impactent le PIB, comme la suspension de certains impôts, notamment au corridor douanier. Cela veut dire aujourd'hui qu'on est dans un contexte de résilience, dans un contexte où les États doivent s'adapter tout en essayant de conduire cet objectif d'émergence qui a été développé et soulevé par les pouvoirs publics. Il faut relever que la tendance de la croissance était quand même assez rassurante avant les différents chocs que nous avons connus. Aujourd'hui, la dette publique a augmenté pour dépasser les 70% avec les mesures d'atténuation des chocs, mais également les emprunts des structures publiques pour investir dans les secteurs pétroliers et gaziers. Les perspectives économiques nous indiquent que si l'inflation ne reprend pas un certain envol et que le plan de rationalisation, le plan de réduction des subventions au secteur de l'énergie et l'effort de reprofilage de la dette fonctionnent. Aujourd'hui, le Sénégal a fait l'option de suspendre son recours aux eurobonds pour s'endetter, réduire l'endettement en devises. Bien, si ces batteries de mesures fonctionnent et que les conditions ne se détériorent pas et que nous n'avons pas encore d'autres chocs, nous pourrons nous retrouver dans une situation où la dette baissera, dans une situation où l'économie nationale sera plus en mesure d'absorber les demandes sociales et citoyennes, où nous pourrons davantage relancer l'investissement public, faciliter l'investissement privé. Mais au cœur de cela, il faut se poser la question de savoir la croissance est-elle inclusive? Et j'entendais beaucoup de Sénégalais dire on ne mange pas la croissance, et c'est quelque chose qui est illustratif de là où les Sénégalais veulent qu'on amène le débat. C'est la consommation. Que soit la croissance, quels que soient les milliards, ce qui est important, c'est le pouvoir d'achat. Ce qui est important, c'est le bien-être. Et c'est pour cela qu'il est important d'insister sur la place de l'humain dans ce Sénégal-là. D'accord. Avant d'accélérer un peu, donc à vous entendre parler, le terme émergence ne vous choque pas? Parce qu'on a remarqué également que dans beaucoup de pays africains, ils ont des plans émergents. Le plus illustratif est le Gabon. Il y avait un plan émergent, mais dont le président a fini par être dégagé. Ça vous choque pas que dans plusieurs pays africains successifs, on parle d'émergence comme ça, à longueur de journée? Alors, je pense que le problème, il n'est pas autour du mot émergence. L'essentiel, c'est qu'il y ait un cap de développement. Je pense que l'ambition des pays africains, la boussole des pays africains, aujourd'hui, ça doit être l'amélioration des conditions de vie des citoyens. Ça doit être la rationalisation des dépenses publiques. Mais ça doit surtout être l'égale répartition, ou l'équitable répartition et partage des ressources des pays, des opportunités dans les pays, des services publics dans les pays. Tous les débats qui se posent aujourd'hui, que ce soit au Sénégal ou dans d'autres pays, notamment le débat autour de la jeunesse, ce sont des discussions autour des conditions de vie des citoyens. Comment faire en sorte qu'un Africain puisse naître en Afrique
s'y scolariser, travailler, y gagner dignement sa vie, entretenir sa famille et y avoir une bonne retraite. Donc les termes, oui, vous savez, il y a des termes qui veulent dire quelque chose économiquement, il y a des termes également qui veulent dire quelque chose socialement. Ce qui est important, c'est que les États, les citoyens, les populations tombent d'accord sur un cap qu'ils veulent atteindre. Et parfois, cela est plus simple que les mots qui sont utilisés. Cela demande plus que de simples déclarations. C'est un état d'esprit. C'est une manière de voir les choses. C'est une manière de vivre en société. Aujourd'hui, poser la question à un jeune Sénégalais de ce qu'il veut de son état, il le sait exactement. Demander à une femme qui vit à Djiddah Thiaroye Kao ce dont elle a besoin pour être épanouie, elle le sait. Demander à quelqu'un qui vit à Djimbe ce qu'il veut pour être épanoui, il le sait. Demander à quelqu'un qui est un pêcheur sur les côtes à Saint-Louis ce dont il a besoin pour être heureux, il a besoin d'avoir du poisson dans la mer, il le sait. Comment l'ensemble de ces aspirations-là font l'objet de politiques? Et comment on met les bonnes personnes, les bonnes institutions, les bonnes organisations, les bonnes administrations, les bonnes ressources à cette place-là, et comment faire en sorte que vous et moi qui sommes aujourd'hui au point E, n'ayons pas des conditions de vie largement plus favorables que nos amis qui sont à Pikine ou à Guédiawaye, juste du fait de notre naissance ou de notre localisation géographique ou du capital humain que nous avons ou du réseau qu'ont nos parents. L'État doit davantage se mettre dans une posture d'être une administration au service des citoyens, davantage se mettre dans une posture de planifier au-delà des régimes, de planifier en pensant à l'équité intergénérationnelle. Comment vous et moi, lorsque nous appuyons l'État dans nos activités, comment les décideurs publics pensent aujourd'hui à ceux qui ne sont pas encore nés, tout en tenant compte des préoccupations de nous qui sommes là aujourd'hui. Très bien. On a fait également un autre constat, c'est que vous vous occupez de beaucoup de pays africains francophones, mais la constatation est que l'essentiel des pays qui ont été colonisés par la France sont les plus en retard sur cette terre. Comment est-ce que vous l'expliquez? Parce que l'émergence économique, c'est important. L'émergence comportementale également dans nos pays, c'est essentiel. Est-ce que vous avez fait le même constat que nous, que les États africains d'obédience francophone sont les plus arriérés que nous voyons, quoi? Alors moi j'ai mon constat personnel sur la question qui est que c'est d'abord une question de mindset. C'est une question d'état d'esprit. Lorsque vous travaillez dans des pays ou dans des environnements anglophones, vous vous rendez compte déjà de la rationalisation des procédures, de la rationalisation de la bureaucratie, de l'administration. Les gens sont focalisés sur l'objectif. Je pense également que ça tient un peu compte de la nature de la colonisation, de la profondeur de la colonisation et du niveau de présence de l'ancienne colonie dans les pays dans lesquels nous sommes. Aujourd'hui, il faut aussi faire un constat qui est que malheureusement, il va être difficile d'apprécier le développement tel qu'il aurait été dans un certain nombre de pays si les choses avaient été stables, parce que nous sommes aujourd'hui dans une zone qui, depuis la crise qu'il y a eu en Libye, est devenue quand même une zone assez instable. Le Mali est assez instable depuis près d'une dizaine d'années. Le Burkina, voilà, comme vous le savez, le Niger, le Tchad, etc., etc. Donc, on a aujourd'hui un enjeu sécuritaire, je ne sais pas s'il est propre aux pays francophones ou non, en tout cas qui touche essentiellement la bande du Sahel et qui touche beaucoup de pays francophones, qui affaiblit nos États, qui ne permet pas de créer la confiance des investisseurs, qui ne permet pas d'attirer l'investissement du secteur privé. Et la question de la sécurité va devenir une question de plus en plus importante dans la géopolitique de nos États. Aujourd'hui, tous les rapports de prospective qui sont développés, que ce soit par les grands centres de recherche, que ce soit par la CIA, démontrent que le niveau de contestation des régimes politiques en place va être de plus en plus important, parce que les ressources vont se raréfier, parce qu'il y aura une compétition des organisations criminelles sur la possession de certaines richesses qui appartiennent à tout le monde.
parce que la population, ce boom démographique et cette transition démographique qu'on doit assurer en absorbant la jeunesse, si elle n'est pas le cas, eh bien, va davantage nous exposer au radicalisme. Parce que lorsqu'un jeune est désespéré, eh qu'est-ce qu'il fait? Il va trouver de l'espoir. Il va trouver de l'espoir ailleurs. Donc, est-ce que c'est une spécificité francophone? Oui, non. En tout cas, je sais que la question du pragmatisme, la question de l'état d'esprit, la question du choix des politiques, ça aussi il faut le dire, hein, que ce soit les anglophones ou les asiatiques, ils ont tendance à être beaucoup plus pragmatiques que nous les francophones, qui pouvons dédier beaucoup de temps aux réformes, aux analyses, au développement institutionnel, ce qui est bien, ce qui a son importance, mais je pense qu'on pêche parfois par l'analyse coût-efficacité. Qu'est-ce qu'on fait pour réduire la problématique du chômage des jeunes et qu'est-ce qu'on en tire et pouvoir se réajuster rapidement. D'accord. Il y a également un autre aspect qui est très très important. On a vu que vous avez été observateur et même formateur pour le compte de l'Union africaine dans certains pays, Burundi, Madagascar, Mali et je crois Burkina. Le contexte ici sénégalais, c'est un contexte préélectoral. La question qu'on voulait poser, est-ce que vous décelez avec le processus qu'on vient de vivre en matière de parrainage, est-ce que vous avez décelé un quelconque contentieux d'où qu'il vienne? D'abord, je pense que je souhaiterais faire deux constats. Le premier, c'est que le processus électoral est quelque chose d'organisé par des règles. Et donc, s'il y a accord ou désaccord ou des réserves sur les règles qui organisent le processus électoral, cela va se traduire dans le processus électoral lui-même. C'est une première chose. La deuxième chose, c'est que le processus électoral est une question de confiance. Et le niveau de contestation, le niveau de confiance qu'il y aura dans le processus électoral sera fonction de la capacité des acteurs du processus électoral à donner des réponses qui vont satisfaire ceux qui vont être dans le processus électoral. Aujourd'hui, beaucoup de questions se sont posées depuis les révisions du code électoral aux conditions de participation de différents candidats, à la manière dont le parrainage s'est déroulé, le tirage au sort, ceux qui ont eu des doublons externes, ceux à qui on a demandé de compléter, puis finalement ceux qui n'ont pas été reconnus. Et les questions se poseront encore d'ici à la publication des listes par le Conseil constitutionnel. Alors, ce qu'il est important d'inviter les citoyens à faire, c'est qu'au-delà de cette, disons, dichotomie qu'il y a aujourd'hui sur l'espace politique entre ceux qui sont d'un bord ou d'un autre, ou au-delà de ce débat électoraliste qui est important, mais je pense qu'il doit être entretenu par les politiques, il est important que les citoyens prennent le temps d'avoir le recul nécessaire pour demander à ces candidats de répondre aux priorités qu'ont aujourd'hui les Sénégalais. La politique, ce sont des moments. La démocratie, c'est également des moments. Les élections sont un moment de la démocratie, c'est vrai. Mais entre deux élections, les citoyens ont besoin de vivre dignement. Et je pense que la vraie démocratie, c'est cela. C'est lorsque les citoyens sont en mesure de dire comment ils souhaitent vivre, de savoir ce qu'on leur propose comme offre politique et de pouvoir interpeller directement les différents candidats sur ces questions-là. Aujourd'hui, le processus électoral, il aboutira nécessairement sur le choix d'un nouveau président de la République. Mais ce qu'il est important de faire, c'est que quels que soient les Sénégalais, là où ils vivent, l'organisation professionnelle à laquelle ils appartiennent, les associations dans lesquelles ils sont, le quartier dans lequel ils sont, qu'ils puissent identifier les priorités sur lesquelles les candidats sont obligés de répondre. Parce que s'ils ne répondent pas sur ces priorités-là, ils ne les mettront pas à leur agenda. Et s'ils ne les mettent pas à leur agenda, leurs problèmes continueront de s'accentuer. Les inégalités s'accentueront, les iniquités s'accentueront. Et aujourd'hui, je pense qu'il y a des questions sur lesquelles on ne peut pas fermer les yeux. La question de la jeunesse, la question de l'assainissement et des inondations. D'accord. Et je pense que c'est des questions sur lesquelles il faudra nécessairement, et j'invite d'ailleurs les médias à beaucoup s'intéresser à ces questions-là,
interpeller les différents aspirants, parce qu'on a un nombre assez important de candidats. Est-ce que toutes ces personnes sont conscientes des enjeux de diriger le Sénégal aujourd'hui, les enjeux externes comme les enjeux internes? D'accord, très bien. Avant de terminer donc l'émission, en tout début d'émission, vous avez parlé, vous avez insisté sur les groupes négligés ou déshérités. Je crois que c'est ça. Est-ce que vous en avez vu ici au Sénégal qui sont de plus en plus nombreux? Parce qu'à côté, le gouvernement réitère souvent l'équité comme slogan ou comme politique, mais également l'inclusion. Est-ce que vous avez constaté que les groupes vulnérables ou négligés continuent d'augmenter au Sénégal ou c'est le contraire? La vulnérabilité, elle peut être liée à plusieurs facteurs. Ça peut être une situation géographique. Aujourd'hui, vous rencontrerez la Fédération sénégalaise des habitants qui fait plus de 40 à 50 000 membres dans la banlieue. Elles vous diront que leur vulnérabilité, elle est liée à l'absence de logement, elle est liée à l'absence de services sociaux de base, elle est liée à la question de l'assainissement et des inondations. Vous irez sur l'axe de Djimbe qui est dans la zone de la Falémé, vous vous rendrez compte qu'aujourd'hui, il y a des producteurs dont les rendements à l'hectare sont passés du simple à la moitié. Juste parce que les eaux de la Falémé sont extrêmement polluées, et j'en profite pour faire un plaidoyer. Ces eaux qui sont le principal affluent du fleuve Sénégal, en étant polluées, non seulement nous exposent à des risques sanitaires, mais écartent tout un ensemble de personnes d'un écosystème productif, les pêcheurs, les agriculteurs, les éleveurs. Les personnes handicapées aujourd'hui, la loi d'orientation sociale et la carte d'égalité des chances n'ont malheureusement pas porté leurs fruits. Vous rencontrerez aujourd'hui les personnes handicapées, elles vous le diraient. Vous rencontrerez les femmes handicapées, elles vous diraient toujours que les difficultés qu'elles ont aujourd'hui pour donner naissance à leurs enfants sont liées à beaucoup de facteurs structurels sur lesquels il faut agir. Avec le réchauffement climatique, avec l'assèchement des sols, avec la réduction de la durée de la saison des pluies, les agriculteurs demeurent vulnérables. Vous avez des zones dans lesquelles d'ailleurs le taux de vulnérabilité est beaucoup plus important que l'incidence de la pauvreté. Et ça, c'est un facteur qui est important. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui au Sénégal, lorsqu'on développe des politiques, il faut penser aux pauvres, oui, mais il faut penser à toutes ces personnes qui sont dans la classe moyenne, qui ne sont pas pauvres, mais qui ne pourraient pas subir et soutenir un choc s'il se produisait. Donc les groupes vulnérables sont présents. Les jeunes aujourd'hui, le dernier recensement a démontré que la moitié de la population avait moins de 19 ans. Et ça veut dire qu'il faudra les former, il faudra les encadrer, il faudra les absorber. Il faut leur donner les moyens de rêver, il faut leur donner un emploi, il faut leur faciliter l'accès au crédit, il faut les encadrer, il faut les amener au cœur de la décision, il faut les amener au cœur de la définition des politiques qui vont leur servir, mais il faut également les amener au cœur de la discussion sur l'avenir qu'on veut. Je pense qu'aujourd'hui, Hassan, l'enjeu, c'est de développer un pacte entre les générations où on reconnaît la réalité démographique qui est que les jeunes sont au cœur aujourd'hui de notre démographie, que nous avons des seniors avec une expérience qui peuvent nous accompagner, mais que les inégalités sont là et que la vulnérabilité est là et que les ressources du Sénégal doivent profiter équitablement à toutes les personnes, quelle que soit leur naissance, le nom de leurs parents, la zone dans laquelle ils ont grandi. C'est ce Sénégal-là qu'il faut rechercher et c'est à ce Sénégal-là qu'il faut demander aux différents candidats de répondre. Très bien, l'émission est terminée. Toute dernière question, quelles sont les perspectives pour votre organisation vous-même? Les perspectives pour notre organisation demeurent de rester aux côtés des Sénégalais défavorisés, demeurent de mettre la lumière sur des situations que les Sénégalais ne connaissent pas. Elles demeurent de continuer à tourner, à rencontrer des Sénégalais, à se rendre sur le terrain, à faire ce travail difficile que tout le monde n'aime pas faire et à ramener à la table du gouvernement, à ramener aux médias, à ramener aux organisations professionnelles, à ramener à l'écosystème des informations réelles, fondées sur les réalités vécues par les citoyens et en espérant que notre plaidoyer va entraîner des changements de situation
qui amélioreront le capital humain au Sénégal. Merci beaucoup, M. Niang, d'avoir bien voulu répondre à notre invitation ce dimanche. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie.